d'abord, bienvenue sur la masterclass série B2B de la Factory Marketing Communication. Je suis Julien de l'équipe Digital 113 et je suis le graphiste multimédia du cluster. Alors, une petite présentation rapide de qu'est-ce qu'une factory. C'est un groupe de travail piloté par les adhérents de Digital 113, spécialistes du domaine, et qui mettent à disposition leur expertise sur des thématiques du marketing et de la communication. En général, ce groupe de travail se réunit régulièrement pour identifier les besoins et les attentes des entreprises adhérentes, avec pour objectif d'informer et de favoriser une synergie au sein du réseau. Alors, on va faire un petit, au niveau des informations utiles au sujet de ce webinaire. Juste, voilà. Les micros en début de ce webinaire sont coupés, mais ils seront réactivés lors de la session des questions-réponses. Et vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat et on y répondra à la fin de cet atelier. Au niveau de la présentation de l'équipe, alors la Factory Marketing Com est composée de 4 copilotes. Alors, il y a Émilie Christ qui travaille chez Membus, Agathe Rouvière qui est chez Inforsud Technologies, Alexandra Sommer, Creative and Thinking, et la Factory d'aujourd'hui sera présentée par Lionel qui fera cette présentation juste après. Du coup, le thème de la Factory d'aujourd'hui, de l'atelier à la masterclass d'aujourd'hui, c'est les leviers du marketing digital. Et je passe la parole à Lionel. Voilà, merci. Merci Julien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Lionel Vargel, je suis cofondateur et CEO de My Digital Spirit. Alors, My Digital Spirit est une agence digitale et l'éditeur d'une solution de e-commerce à destination des acteurs de la tech et de l'IT en général. Bon, on accompagne nos clients dans la transformation digitale au sens large du terme et plus particulièrement sur une partie de l'accompagnement, voire de l'externalisation du marketing digital pour les entreprises qui le souhaitent. Alors, aujourd'hui, dans cette factory, on a décidé d'aborder les leviers du marketing digital. Alors, tout le monde est à peu près plus ou moins sensibilisé à ces sujets, mais l'idée, c'est de faire une overview assez large, sans rentrer dans le détail trop technique, mais d'apporter une vision assez globale. Alors, évidemment, dans toute démarche, il y a un parti pris, des leviers du marketing, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui sont plus importants que d'autres. Donc, dans le cadre de cette factory, j'ai décidé de travailler sur 3 leviers, les principaux, le site internet, bien évidemment. Ensuite, le gros de l'histoire, hein, c'est le référencement ou le SEM, le Search Engine Marketing, et l'emailing. Ensuite, on abordera à la fin la partie des outils qui sont évidemment importants et parfois indispensables pour mettre en œuvre une stratégie de marketing digital et d'activer ces fameux leviers. Alors, le premier, il ne faut pas l'oublier, mais bon, si on n'a pas de site internet, en tout cas, s'il n'est pas au bon niveau, même si vous êtes excellent dans la mise en œuvre des leviers, votre performance sera très mauvaise. Donc, il est quand même évident de se rappeler qu'un site web doit être de bon niveau. Alors, il y a plusieurs points que j'ai listés, mais il y en a plein d'autres. Déjà, il faut que le site soit accessible, hein, c'est un basique, mais si votre site n'est pas accessible, personne n'y accédera. Donc, les pages 404, on oublie. Un site doit être à jour. C'est très important de communiquer des informations qui sont mises à jour régulièrement sur votre actualité, sur qui vous êtes, sur votre adresse, sur vos numéros de téléphone, sur les contacts, dans toute la partie des call to action qui vont permettre à vos visiteurs de pouvoir vous communiquer avec vous. Évidemment, votre site, plus il est référencé, mieux il est référencé dans les moteurs de recherche, mieux ça sera, parce que vous trouverez évidemment beaucoup plus facilement.
En 2023, maintenant, un site se doit d'être responsive, c'est-à-dire qu'il doit être accessible sur mobile. On connaît tous les grosses tendances d'utilisation des devices. Et aujourd'hui, la tablette et surtout le mobile devient un média qui prend de plus en plus de place, qui devient le média principal dans la consultation des sites, évidemment jusqu'au e-commerce qui est fortement activé via les devices téléphones portables. Donc, votre site doit être absolument responsive. Donc, version mobile, responsive, excusez-moi, d'abord sur vos écrans, les différentes tailles d'écran, et la version mobile, évidemment indispensable, c'est ce que je viens de dire. Votre site doit avoir du contenu, du contenu de qualité qui soit cohérent avec votre stratégie, avec votre identité, avec votre plan de marque. Donc, il est indispensable d'avoir quelque chose qui soit consommable et qui intéresse, excusez-moi, vos visiteurs. Et votre site doit être animé, il ne doit pas être statique. Dans la mesure du possible, si vous publiez des choses, vous avez un blog, si votre dernier blog date de décembre 2021, ça peut poser souci. Il faut que vous soyez actif et il faut que vous ayez une stratégie d'animation à travers la création de contenu. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur la création de contenu, ça va être l'objet d'une autre factory qui viendra ultérieurement à vous dans les mois qui viennent. Donc voilà, le premier levier, c'est une évidence, mais il est bon de le rappeler, un site web qui soit up-to-date. On va rentrer dans le sujet du référencement, qui est quand même le gros du morceau. Un petit peu de sémantique. On connaît tous ces gros mots, SEM, SEO, SEA, SMO. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans un dîner en ville, c'est bien de savoir quand on vous pose la question, tu fais quoi dans la vie? Je suis au marketing, je fais du marketing digital. Ah ben ça veut dire quoi SEA? Bon, voilà, c'est bien de le savoir, je le rappelle, mais la sémantique est quand même parfois importante à maîtriser. Donc le SEM, donc le Search Engine Marketing, est composé de 3 composantes, le SEO, le SEA, le SMO. Et les trois ont ces 3 choses bien particulières qu'on va voir ensuite dans le détail. Le premier, c'est le référencement naturel, en français, ou le SEO, Search Engine Optimization. Le référencement payant, le SEA, donc les achats de mots-clés, Search Engine Advertising. Évidemment, ce qui est en train de se développer de plus en plus depuis quelques années, le référencement social, ou le SMO, le Social Media Optimization. Donc, on va rentrer dans le détail sur ces sujets. Alors, quelques généralités. Il est quand même bon de rappeler que le search, donc le référencement, c'est 42% du marché de la publicité digitale. Ça, c'est issu de chiffres qui datent de 2020, donc 3 ans plus tard, je pense que ça a pris encore beaucoup plus de place. Plusieurs acteurs, un acteur majoritaire occupe le terrain, c'est Google qui, en 2020, possédait presque 92% de part de marché. Je pense objectivement que quelques points ont été grattés par Google. Les 2 autres acteurs, Bing, donc c'est Microsoft. Bing, je pense objectivement, garde son moteur de recherche, mais n'a pas décidé d'investir fortement pour combattre la part de marché de Google, qui est quand même extrêmement prédominante. Et Yahoo essaye d'exister bon an, mal an. Objectivement, les investissements sont principalement donc positionnés sur Google, mais aussi sur Bing, et très peu sur Yahoo. Alors, comment ça marche? Tout en haut, vous avez la requête de l'internaute. J'ai pris un exemple parce que je suis issu du monde de la distribution informatique, de matériel informatique, donc un PC portable pro. Donc, c'est la requête de l'internaute qui est donc positionnée dans la barre de recherche. Et vous allez avoir différents éléments qui structurent la page de votre page Internet. Donc, au début, vous avez les annonces shopping, qui sont des annonces dédiées aux acteurs qui sont présents sur le e-commerce, qui permettent en fait de pouvoir faire un lien direct sur un produit avec la fiche produit du site de e-commerce. Pour cela, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur ce sujet-là, il faut avoir un catalogue de produits présents sur un site de e-commerce et le faire remonter directement dans les outils de Google pour pouvoir exister en annonce shopping. Donc, c'est assez puissant. Ça marche très, très bien quand vous êtes dans une stratégie transactionnelle pour vendre des produits ou des services. Sur la partie basse, juste en dessous, vous avez le SEA, ou le référencement payant. Et on va rentrer dans le détail sur ce sujet un peu plus tard, enfin juste après. Et ensuite, on va voir le SEO, le référencement naturel, donc, qui est, lui, l'objet d'une publication suite au travail des robots de Google. Alors, on
va rentrer un petit peu dans le détail, on reste toujours dans le monde de l'IT. Vous allez avoir une requête, un mot-clé, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, j'ai pris notre exemple, imprimante laser pro. Vous allez avoir en haut, donc on retrouve les annonces shopping. Et ensuite, vous allez avoir ces annonces. Alors l'annonce, elle est structurée d'un certain nombre de choses qu'on va voir dans le détail juste après. Vous avez l'annonce et à l'intérieur de l'annonce, vous avez ensuite l'extension d'annonce. Donc tout ça doit être rédigé de façon réfléchi, rédigé de façon assez précise et avec une stratégie clairement définie. Je vous donne un exemple sur les mots-clés. Donc, quand on cherche, par exemple, un exemple de mots-clés, quand on va définir sa stratégie de mots-clés, prendre le terme matériel informatique, on a 3 ciblages possibles. Le ciblage large va vous permettre d'atterrir sur des mots-clés larges, LDLC Pro, je pense que tout le monde connaît. Vous pourrez aussi chercher à aboutir sur les ciblages d'expression, où on va rajouter matériel informatique professionnel. Donc, on commence à cibler une stratégie, on va dire, verticalisée par rapport à la cible que vous avez. Et vous avez le ciblage exact qui reprend exactement le même terme. Voilà, donc vous avez un certain nombre de stratégies à définir dans la construction de votre plan de mots-clés. Si on rentre dans le détail, là, il y a beaucoup de choses. Et c'est là où on se rend compte que même si on va y passer un dixième de seconde à le regarder, l'annonce est constituée d'un certain nombre d'éléments qui sont managés indifféremment les uns des autres. Donc, sur cet exemple-là, on est sur revendeur informatique. On va avoir un certain nombre de titres et ensuite on va avoir des extensions. La première, c'est l'extension d'accroche qui va être une stratégie de communication de réassurance pour communiquer à vos visiteurs. Là, on a 3 éléments, un service commercial dédié, paiement sécurisé, livraison 24-48 heures. Donc l'extension d'accroche sert à pousser des avantages concurrentiels, à rassurer sur des sujets qui peuvent être inquiétants pour l'internaute et le pousser à passer à l'étape suivante qui va être de cliquer. Vous avez ensuite les extensions d'appel. Dans la mesure où vous avez une organisation qui permet la prise d'appels téléphoniques et des gens qui répondent et qui sont à même de pouvoir répondre à une demande d'un internaute, vous pouvez très facilement intégrer un numéro de téléphone, ce qui permet en fait à votre visiteur de directement cliquer dessus et de tomber directement sur votre ligne téléphonique. Donc ça, c'est assez puissant dans une démarche de closing sur la base d'une force de vente qui est sédentaire et qui est disponible. Vous pouvez aussi pousser les promotions, hein. On connaît tous les grandes périodes, les soldes, le Black Friday, où ces éléments de promotion sont relativement souvent recherchés par les internautes et les visiteurs. Et là, vous pouvez spécifiquement pousser un certain nombre de promotions propres à votre propre stratégie, ce qui va permettre, encore une fois, de pousser l'internaute à cliquer sur l'annonce. Vous avez aussi des extensions de liens. Vous êtes une entreprise d'informatique, vous avez plusieurs sites, vous voulez toucher un secteur qui permet une proximité. Et là, vous pouvez positionner votre message à travers les différents sites que vous proposez. Là, par exemple, 7 à Frontignan. Et il y en a bien d'autres encore, donc extension de sites, extension de formulaires, extension de prix. Donc, il y en a un certain nombre, il y en a plein d'autres. Donc, on se rend bien compte que rédiger une annonce, c'est pas je mets un mot-clé, et puis, je croise les doigts pour que quelqu'un puisse cliquer et venir me voir. Donc, il y a un effort commercial et marketing à faire qui doit être vraiment réfléchi, à la fois pour pousser à la transformation, mais aussi pour vous différencier de vos concurrents, somme toute assez nombreux sur ce levier-là. La puissance de Google va vous permettre parfois d'aller un peu plus loin. Vous avez ce qu'on appelle les annonces RSA, Responsive Search Ads. Donc là, c'est Google qui fait le taf.
Vous avez la possibilité de proposer 15 titres et 4 descriptions. Donc là, j'en ai fait un exemple, hein, donc toujours autour du monde de l'informatique. Là, j'ai pris 6 titres et 4 descriptions, mais je pourrais avoir jusqu'à 15 titres. Vous rentrez ça dans les interfaces de Google. Et c'est Google qui va, grâce à l'IA et le machine learning, tester les différentes combinaisons et vous proposer la publication en priorité de celle qui fonctionne le mieux. Donc ça, c'est quelque chose d'assez puissant, mais qu'il faut piloter, évidemment, hein, comme les autres, mais qui permet en fait de pouvoir, au départ, intégrer l'ensemble de vos souhaits en termes de positionnement et de communication et laisser en fait Google et surtout les internautes choisir ce qui fonctionnera le mieux. Alors, une fois qu'on a mis des mots-clés, il faut s'en occuper, il faut investir, parce qu'évidemment, tout ça n'est pas gratuit. On est sur un système d'enchères et évidemment, il faut définir des stratégies, puisqu'en fait, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous allez avoir à votre disposition plusieurs stratégies. Il y en a 6 principales qu'on va voir rapidement. Et ça, c'est pareil, hein, c'est l'étape suivante. Une fois que vous avez bien défini vos mots-clés, vous avez défini toutes vos extensions, vous avez potentiellement décidé de passer avec l'appui de Google sur l'IA. Ensuite, il faut définir où et comment vous allez mettre votre argent. Et là, c'est extrêmement important parce que la puissance du référencement payant est réelle si vous êtes en capacité de piloter vos investissements. Sinon, c'est un puissant fond. Et le ROI n'est pas du tout pertinent. Donc, il y a 6 stratégies d'enchère. La première, c'est maximiser la valeur de la conversion. C'est typiquement, j'ai un site de e-commerce, je veux maximiser un max mon chiffre d'affaires. Donc, je vais aller chercher le maximum de conversion en fonction d'un budget défini. La deuxième, c'est le ROAS, donc c'est le ROI, mais traduit dans le monde du référencement. C'est maximiser la valeur de la conversion. Non, on ne va pas chercher le nombre, on va regarder la valeur de la conversion en fonction d'une stratégie cible. Ensuite, on va avoir aussi une stratégie de maximiser les conversions. Ça peut être aller chercher un maximum d'appels, un maximum de formulaires de contact avec un budget spécifique. On peut travailler aussi sur le coût par action. Typiquement, là, on va se décider, on va se dire, j'ai un budget de temps, je vais dépenser 15 centimes par action. Et là, on est sur une stratégie plutôt sur des petits volumes de produits, de services, pour pouvoir ensuite passer sur des CA cibles, CPA cibles quand on sera un peu plus gros. Ensuite, on va pouvoir maximiser les clics. Là, l'idée, c'est d'aller chercher un maximum de trafic sans vraiment une stratégie cible. C'est de dire, j'ai un budget défini, on est dans une stratégie de notoriété, je veux que les gens viennent chez moi, je veux qu'ils regardent, je veux qu'ils découvrent potentiellement, qu'ils cliquent, qu'ils appellent, mais on est plutôt dans une stratégie de notoriété, une stratégie de branding. Après, on a les taux d'impression. Alors là, c'est une stratégie encore différente, c'est être le plus haut possible, toujours le premier. On est dans une stratégie encore qui est proche de la notoriété. Rentrer plus dans le détail de ces stratégies pourrait faire l'objet de 1 voire 2 factories. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il est essentiel de pouvoir comprendre ces stratégies d'enchères, potentiellement de vous faire accompagner par des gens qui maîtrisent parfaitement ce sujet-là, puisque ces stratégies, elles évoluent tout le temps. Puisque Google fait évoluer son moteur et ses robots de façon à apporter des moyens à chacun de ses visiteurs et de ses clients de se différencier. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais sachez que vous ne pouvez pas faire l'impasse. Si vous le faites, vous êtes en risque d'avoir une approche déceptive par rapport à vos résultats et surtout un ROI qui ne sera pas très, très, très bon. Donc, voilà, penchez-vous sur le sujet, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller.
La combinaison de plusieurs stratégies peut se faire. On peut démarrer par l'une, aller vers l'autre. Vous pouvez faire des A/B testing, partir sur une partie de votre portefeuille de produits ou d'offres avec une stratégie et puis faire du branding parce que vous avez besoin de développer votre notoriété. Bref, vous êtes en capacité de pouvoir faire tout ça, mais il faut se pencher sur le sujet. Donc les fondamentaux, je les rappelle, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Il faut définir les bons mots-clés, hein, si vous l'avez bien compris. Rattachez-vous à l'arborescence de votre site Internet pour associer l'ensemble de vos offres, de vos services ou tout ou partie, si vous souhaitez avoir un ciblage spécifique sur une partie de votre offre. Vous pouvez utiliser les outils de Google qui sont extrêmement puissants et qui sont gratuits, Google Ads, Google Trends et d'autres outils, SEMrush. C'est des outils qui vous permettent justement de travailler à la définition de la bonne stratégie autour des mots-clés. Là, c'est pareil, si vous ne maîtrisez pas ces outils, ils sont assez abscons si vous ne les utilisez pas. Faites-vous accompagner. Et généralement, une bonne agence ou un bon traffic manager qui vous accompagne va vous proposer des services pour mettre en place tout ça dès le départ. Et ensuite, on est plutôt dans une stratégie de pilotage avec une analyse et des actions correctives pour optimiser. Par contre, un élément clé que je conseille à tous mes clients, c'est quand vous travaillez la définition des mots-clés, c'est comme dans votre stratégie marketing, vous avez une réflexion sur votre positionnement, échanger, partager avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, les gens du service, les gens des produits, les gens des ventes, les gens de la production, pour aller chercher des idées qui vont vous permettre de pouvoir vous positionner sur le marché. Les ciblages, on en a vu, il y en a 6. Nous, dans ce cas de figure, il y en a 2 qui nous paraissent assez intéressants, mais voilà, c'est un parti pris. On pourrait faire des combinaisons ou en prendre d'autres. Évidemment, les annonces et les extensions, tout ça, vous avez vu, il y a un certain nombre de choix à faire. Vous devez absolument vous pencher sur le sujet dans une perspective de pouvoir justement vous personnaliser les annonces et pouvoir vous différencier de votre concurrence. Voilà pour le SEA. Maintenant, on va passer sur la partie du SEO. Alors, le SEO, c'est une approche encore différente. Paradoxalement, beaucoup de gens pensent que c'est réservé à des techniciens, à des experts. Alors, c'est en partie vrai, puisque si on veut aller très très loin dans une stratégie de SEO, on va devoir faire appel à des experts en sémantique, des experts en certains sujets, mais il y a quand même un travail qui peut être fait et qui doit être fait par vous-même sur un certain nombre de sujets. Donc là, j'ai pris l'exemple de notre agence. Vous faites la requête de l'internaute, My Digital Spirit. Donc là, vous êtes sur la page du SEO. L'annonce remonte naturellement, le moteur de recherche de Google a ressorti la page My Digital Spirit et on a, nous, construit une réponse, une annonce avec un certain nombre d'éléments pour permettre aux clients, aux visiteurs de venir cliquer dessus. Donc, ça, vous le savez tous. Là, dans cet exemple-là, il n'y a pas de ads, il n'y a pas de shopping, puisqu'on n'est pas dans une commercialisation de produits. Je vais faire un petit focus sur la partie droite de l'écran que tout le monde néglige, mais qui est essentielle. Quand vous faites une recherche sur une entreprise, vous avez une fiche Google, le template entreprise, qui est proposé et que quasiment personne ne remplit ou ne met à jour. Alors, de moins en moins quand même, hein, alors que c'est un outil qui est juste super intéressant et qui est, quand il n'est pas rempli, il n'est pas rassurant et quand il est bien géré, bien animé, ça peut être un outil d'accélérateur du closing pour les gens qui vous visitent. La page à jour, elle doit être animée, vous devez avoir vos numéros de téléphone, votre bonne adresse et si vous pouvez aller chercher des avis Google sur votre entreprise et comme ça vous fera remonter en référencement naturel si vous avez de la compétition. Donc ça, c'est un point assez important. Les atouts du SEO, important de les rappeler. Évidemment, le SEO permet de gagner en visibilité naturellement sur les moteurs de recherche. Ça permet de générer des résultats pérennes sur le long terme, puisque quand vous êtes sur le SEO et que vous le managez bien, vous restez toujours. Et donc là, vous êtes en capacité à avoir des résultats sur parfois du très très long terme. Et surtout, vous avez un
très bon ROI parce qu'on est sur du non payant, c'est du gratuit. Je vous encourage à faire une stratégie de synergie entre le SEO et le SEA, de mixer les deux. Là, c'est pareil, faites-vous accompagner pour réfléchir à ces sujets-là. Parce que grâce aux mots-clés du SEO, du SEA, pardon, vous pouvez aujourd'hui optimiser le SEO en les intégrant dans le rédactionnel de votre site. Et puis, quand vous identifiez des mots-clés qui génèrent du trafic SEO, c'est peut-être intéressant de les positionner dans le SEA. Donc, on est dans une stratégie gagnant-gagnant entre le SEO et le SEA. Alors, il y a plusieurs façons d'optimiser le SEO. La première, évidemment, c'est une approche technique du site pour que celui soit le mieux géré possible pour que les robots de Google vous apprécient votre site et puissent vous faire remonter naturellement. Donc, on se rend bien compte que si ce n'est pas fait correctement, vous ne remonterez pas de façon correcte là où vous devriez l'être en pouvant le faire de façon intelligente. Quand vous élaborez du contenu à valeur ajoutée, j'ai déjà évoqué, on aura une factory sur ce sujet dans quelques temps, vous optimisez évidemment votre façon de vous positionner dans la page, la SERP, c'est la page de Google, et là vous remontez avec du contenu, et ça c'est très très bon pour le SEO. Et là, l'idée aussi, c'est d'orienter l'activité des robots vers les pages à valeur du site. Là, c'est un travail à faire au niveau du référencement par vos équipes. Et puis, ne pas négliger aussi le netlinking. Le netlinking, c'est des contacts, c'est les liens que vous avez avec des sites extérieurs qui vous permet de faire remonter tout simplement d'augmenter votre popularité et de vous faire remonter dans le référencement naturel. Plus vous avez des liens qui sont avec des sites externes, alors évidemment, il faut que c'est du sens, mieux ça sera. Moi, j'encourage fortement tout le monde qui décide de réfléchir à une stratégie de SEO, de faire ou bien de faire un audit SEO. Alors, il y a plusieurs niveaux d'audit, hein. On peut aller très en profondeur, on peut aller vraiment très très loin sur des audits sémantiques. Donc, si vous avez des gens en interne qui sont compétents, faire un audit SEO de temps en temps, c'est bon. Alors, il y a toujours le premier, mais il y a aussi des audits secondaires qu'il faut faire. Quand vous faites un audit SEO, vous définissez une stratégie, vous avez un plan qui est défini, un plan de rédaction, mais il faut le tester. Donc, il faut revenir 3-6 mois après pour analyser la performance de votre stratégie SEO et le refaire. Et puis, vu que vous évoluez, que votre site, que votre offre, votre positionnement peut bouger, de temps en temps, c'est bon d'en refaire un. Donc, soit vous le faites faire par une agence qui peut vous accompagner. Sur la partie SEO, vous avez un certain nombre d'outils. J'ai mis les logos en dessous là, de ces différentes entreprises ou de ces différents outils qui sont des outils ne permettant pas de faire d'un audit SEO global, mais l'ensemble des différentes parties d'un audit SEO qui peuvent vous aider aussi à définir vos plans d'adressage de mots-clés. Voilà, c'est des boîtes qui sont plutôt bien positionnées sur le marché, expertes, assez verticalisées dans leur sujet. Certains sont des outils gratuits, d'autres sont des outils payants. Je vous laisserai, si vous en avez la curiosité, aller vous balader sur ces entreprises. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors évidemment, on est en plein dedans hein, depuis maintenant plusieurs années. Et c'est une grande question que se posent toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise, tous les responsables marketing. C'est oui, il faut y aller, mais quand et comment et pourquoi y aller? Et ça, c'est une vraie question. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, c'est vraiment très important. Alors, les avantages d'une stratégie SMO, évidemment, c'est augmenter le trafic vers le site. Ça permet de valoriser vos contenus, parce que quand vous créez du contenu, il faut le publier. Et aujourd'hui, le meilleur endroit pour publier du contenu, c'est les réseaux sociaux. Ça vous permet aussi d'obtenir des backlinking. On a vu, on l'a évoqué juste avant, c'est des liens entrants qui sont vers votre site. Quand vous publiez sur les réseaux sociaux, vous attirez plus d'attention. Potentiellement, vous allez chercher des liens potentiels avec d'autres sites. Presque last but not least, l'e-réputation est un point essentiel aujourd'hui, trop souvent négligé par les entreprises et même par les particuliers. C'est devenu même un business très fort. Hein, quand vous avez un problème à titre personnel ou même au titre d'une entreprise, il y a des entreprises aujourd'hui qui existent pour justement travailler, gérer, et votre e-réputation est gommée
des attaques qui ont pu être faites sur vos profils. Donc ça, c'est un vrai sujet et la stratégie SMO vous permet de piloter justement votre e-réputation, de pouvoir être vigilant sur ces sujets-là, mais pour ça, il y a évidemment des réflexes à avoir. Et puis évidemment, le réseau social, dans sa globalité, permet d'interagir avec une communauté, et qui dit une communauté, dit potentiellement des clients, et ça, c'est des prescripteurs, un ensemble de gens qui vont vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Alors, comme je l'évoquais, la plupart des clients qui discutent se disent « ouais, mais comment j'y vais et pourquoi et quand et qu'est-ce que je dois faire d'abord, qu'est-ce que je ne dois pas faire ?» Alors, selon moi, il y a à peu près 10 étapes. C'est ma vision, évidemment, elle n'est pas exhaustive, c'est subjectif, je dirais même, mais globalement, ça reprend les 10 principales étapes à mettre en place pour avoir déployé de façon correcte et surtout pérenne une bonne stratégie SMO. Déjà, c'est définir les objectifs et les KPIs. Dans toute stratégie, si vous n'avez pas défini un objectif clair de ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et que vous n'avez pas défini quels sont les outils qui vous permettent de mesurer l'atteinte ou le dépassement ou la non-atteinte de ces objectifs-là, vous ne pourrez jamais savoir si vous êtes performant, pertinent, et donc décider de continuer à investir ou d'arrêter ou tout simplement de ne pas pouvoir utiliser ça comme un levier pertinent. Deuxième étape, vous créez des personas. Je pense que ça s'était vu dans une factory précédente. Il est important de cibler. Donc ça, c'est essentiel. Savoir à qui vous vous adressez, à qui vous souhaitez vous adresser. Troisième étape, auditer des réseaux sociaux. On ne va pas sur Facebook comme on va sur YouTube ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Alors, bien évidemment, on va le voir juste après, l'ensemble des réseaux sociaux ont un positionnement B2B et B2C qui est assez précis. Préparez la veille informationnelle. Regardez ce qui se passe autour de vous, dans votre écosystème, sur votre marché, pour aller chercher de l'info que vous allez pouvoir soit reformuler, soit utiliser, soit tout simplement relayer pour alimenter votre stratégie de publication sur les réseaux sociaux. Ça se prépare, ça s'organise, ça se gère. Faites une étude concurrentielle, évidemment, sur quel est le positionnement de vos concurrents sur les réseaux sociaux. Quelles stratégies ont-ils mis en œuvre? Quels réseaux sociaux utilisent-ils? Quelle ligne éditoriale ont-ils défini? Qu'est-ce qu'ils vont chercher comme type de communauté? Ça vous donnera énormément d'informations et vous permettra de vous positionner différemment de vos concurrents. Plus pragmatiquement, créer des pages optimisées pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vos web designers qui sont les mieux rodés pour ça. Donc, c'est quelque chose d'important à faire. Ensuite, une fois que vous avez créé du contenu, vous avez, alors d'abord, oui, on aurait pu mettre créer, programmer des posts en 7 plutôt qu'en 8. Vous créez du contenu, vous commencez à les programmer. Et ensuite, il faut, ou en parallèle ou en même temps, construire un planning de publication. Il est essentiel aujourd'hui de ne pas tout jeter d'un coup, il faut durer. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de pouvoir justement produire d'abord un certain nombre de contenus et ensuite vous définissez un programme et vous y tenez pour exister durablement. Si votre communauté décide d'interagir avec vous, il faut répondre à la communauté dans une stratégie de modération parfois ou dans une stratégie tout simplement d'échange et de business in fine. Et le dernier point, analyse et action corrective. Donc, le premier, on définit les objectifs et on a les outils de mesure. À la fin, on analyse ce qui s'est passé et on mène des actions correctives. Voilà. C'est une roadmap assez basique, mais chaque point est essentiel. Alors évidemment, il peut y en avoir d'autres et surtout, on peut rentrer dans le détail de chacune. Ça pourrait être intéressant de le faire, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long. Alors, les médias sociaux, aujourd'hui, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils représentent? Je l'ai dit tout à l'heure, il est fondamental de cibler sur quels médias vous allez communiquer. Si vous êtes une entreprise B2C, vous aurez beaucoup plus de possibilités, évidemment, que sur du B2B. Alors, si on regarde l'encadré rouge à gauche de votre écran, on voit aujourd'hui le nombre
d'abonnés sur les différents réseaux sociaux. C'est assez intéressant. Et la première colonne, c'est au niveau mondial. Mais si on s'arrête sur la France, le premier réseau social, oui, voilà, on est la génération X, hein, qui vient renforcer ce chiffre, c'est Facebook, 40 millions d'abonnés. C'est quand même assez énorme. En deuxième position, on a Snapchat. Ensuite, on voit arriver Instagram, Pinterest. Et ensuite, on a LinkedIn, qui est le réseau professionnel par essence, avec Twitter, qui est à 16,4 millions d'euros. On a Twitch, qui a fait une très, très belle percée ces dernières années. Donc, c'est intéressant de savoir ce que représente l'audience de ces sites, de ces réseaux, puisque derrière, vous allez pouvoir ensuite y aller chercher un nombre et mesurer la performance de votre positionnement. Pro ou perso, on l'a vu, hein, on le sait tous, si vous êtes en B2B, LinkedIn, évidemment, outil méga puissant qui va vous permettre d'exister et de faire plein de choses, du recrutement, du branding, de la vente, énormément de choses. Et Twitter, même si aujourd'hui Twitter est un peu dans la tourmente, je pense que vous suivez tous l'actualité depuis qu'Elon Musk l'a racheté. Il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup de gens qui partent depuis qu'il a rouvert un certain nombre de comptes un peu tendancieux. Bref, c'est un peu compliqué pour Twitter en ce moment, mais ça reste quand même un média avec 436 millions d'abonnés, même si ça baisse. Bref, moi, aujourd'hui, qui suis dans le B2B, je ne travaille quasiment exclusivement qu'avec LinkedIn. Point de vigilance sur la stratégie des réseaux sociaux. Un média social, une ligne éditoriale essentielle. Vous ne pouvez pas communiquer de la même manière sur Facebook que sur LinkedIn. Vous devez segmenter votre stratégie de publication parfois sur les réseaux sociaux. Décider que vous avez une stratégie de branding, par exemple, sur LinkedIn et une stratégie de commercialisation sur Facebook ou l'inverse, peu importe. Et une ligne éditoriale doit être définie et maintenue. La ligne éditoriale, c'est le ton, donc que vous devez définir. C'est aussi, au-delà de la ligne éditoriale, la fréquence de la prise de parole que vous allez avoir et la typologie de contenu. Donc voilà, une stratégie définie pour chacun des réseaux sociaux, c'est essentiel. Point de vigilance très important. Qui parle dans l'entreprise ? Qui a le droit de communiquer à l'extérieur sur les réseaux sociaux? Vous devez absolument gérer ça. C'est des enjeux qui sont hyper importants. Et c'est le point qui suit aussi, qui est fondamental, l'utilisation des profils perso. Parce que si on utilise LinkedIn, par exemple, vous avez un LinkedIn d'entreprise, mais la force, c'est l'aspect viral. Vous devez aussi potentiellement pouvoir exploiter le réseau personnel des profils perso de vos collaborateurs. Par exemple, des commerciaux qui peuvent faire du social selling sur leur propre base et utiliser LinkedIn à ce titre. Mais c'est aussi leur vitrine personnelle, c'est leur identité numérique. Donc, il est important de se pencher sur le sujet en leur disant, si tu veux communiquer sur LinkedIn, il faut que tu adaptes évidemment ton identité numérique à celle de l'entreprise en respectant des codes, des logos, des choses. Et surtout, il faut avoir son autorisation parce que c'est une identité numérique personnelle et c'est un site personnel. Donc, c'est une stratégie qui se travaille d'un point de vue RH. Qui parle dans l'entreprise, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas laisser libre espace à tout le monde dans l'entreprise. Vous devez gérer qui est en responsabilité de porter la communication. Ça peut être le directeur marketing, ça peut être le directeur général, ça peut être le responsable commercial, peu importe, mais vous devez définir clairement qui relaie cette information, qui est en charge de l'information. Vous devez maîtriser cette information. Et le dernier point qui est pour moi essentiel, établir un planning, une fréquence et s'y tenir. Si vous produisez 10 contenus, vous mettez 2 mois à le faire et que vous publiez ça pendant 10 jours et que pendant 3 mois, vous n'avez plus rien, vous allez faire un feu de paille et plus personne, on va vite vous oublier. Donc, il vaut mieux produire beaucoup et ensuite avoir une cadence de production et de publication qui soit régulière pour occuper le terrain. Voilà pour la partie des réseaux sociaux. Le dernier, l'emailing. Alors non, l'emailing n'est pas mort. Ça reste un outil particulièrement puissant à plusieurs titres. Mais évidemment, il faut qu'il soit utilisé de façon vraiment percutante. Il permet de promouvoir une entreprise, une marque, un produit ou des services. Il permet de renforcer les liens avec des clients existants. Donc, on est dans une stratégie à la fois d'acquisition et à la fois aussi de développement. Il vous permet de faire la promotion des réseaux sociaux, parce que sur chaque email, vous êtes en capacité à mettre
mettre des liens qui vous renvoient sur les réseaux sociaux. Donc, ça vous permet d'augmenter votre communauté. Ça vous permet de relayer les contenus. Vous créez vos contenus sur votre blog. On l'a vu, vous les publiez sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez, évidemment, vous devez les relayer vers vos clients ou vos prospects à travers l'email. Et ça vous permet de diffuser aussi des offres spécifiques, l'email, faire de la promotion de produits. Quelques prérequis sur l'emailing, même si on le sait tous, il est bon de le rappeler. Il faut avoir une base de données qualifiée. Si vous nous envoyez à des gens qui n'ont aucun intérêt avec votre communication, vous êtes à côté. Vous devez avoir des emails opt-in, donc avoir l'accord du destinataire. La RGPD maintenant est au cœur de toutes nos entreprises. C'est devenu essentiel. Et de toute façon, si vous utilisez des outils de routage d'email et que vous ne respectez pas ça, si vous n'avez pas des bases email opt-in, ils vont vous blacklister, vous ne pourrez plus router. Donc, c'est vraiment une stratégie très importante. Segmentez votre base. Déjà en termes de prospects ou de suspects, en termes d'entreprise, de particuliers ou d'administration, en termes de taille, peu importe, mais segmentez votre base pour être au plus près des attentes de vos clients. Ciblez, suspect, prospect, client. On ne parle pas de la même manière à un client qu'à un prospect avec qui vous avez déjà interagi mais qui n'est pas encore client, et encore moins avec un suspect qui ne vous connaît pas du tout. Donc là, c'est pareil, vous avez la nécessité de cibler pour adresser vos clients. Évidemment, rédiger des emails adaptés à la cible. Ce que vous devez faire, c'est vraiment aussi proposer des contenus à forte valeur ajoutée sur l'email si vous voulez vraiment attirer l'attention. Donc, tous les éléments juste avant renforcent évidemment ce point-là. Si vous avez un contenu à forte valeur ajoutée que vous avez bien ciblé parce que votre base est bien segmentée et vous adressez des gens qui sont d'accord pour que vous les adresseriez, vous aurez des bons ROI. Soignez les visuels. Des belles photos, de l'animation, des choses intéressantes, c'est pas mal. Analyser la performance, évidemment, et utiliser une bonne plateforme de routage. Donc, oui, l'email est encore et reste un outil percutant. Les outils de routage, il y en a beaucoup. J'en ai mis quelques-uns ici, les principaux. Alors évidemment, il y a des très gros comme HubSpot qui font évidemment plein d'autres choses que du routage, mais vous avez des outils comme Sendinblue, par exemple, moi que j'utilise, ou Sarbacane, qui sont des outils assez accessibles, pas trop chers, mais qui permettent de vous donner plein d'outils d'analyse de performance, des KPIs, des outils de monitoring, qui justement vous permettent de pouvoir mener des campagnes de marketing intéressantes. La plupart de ces acteurs-là proposent aussi des plateformes de marketing automation comme HubSpot et même plein d'autres, plus ou moins avancées. Donc, c'est des belles sociétés, des bons outils, parfois un peu chers, mais qui peuvent être intéressants, sur lesquels il est intéressant parfois d'investir pour pouvoir réussir votre stratégie de marketing digital. Les outils de monitoring, sur le site web, évidemment, vous devez absolument voir ce qui s'y passe. Une fois que vous avez lancé vos emails, vous avez fait votre stratégie avec les réseaux sociaux, vous avez acheté des mots-clés, ça donne quoi sur votre site web? Comment ça transforme. Donc pour ça, vous devez suivre un certain nombre d'indicateurs. Le premier, évidemment, c'est le nombre de visiteurs, c'est le premier. Mais après, il y en a plein d'autres. Durée moyenne d'une visite, nombre de pages vues par visite, le taux de rebond, c'est-à-dire le nombre de gens qui arrivent et qui repartent immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a un mauvais ciblage, les annonces, les mots-clés, etc. Donc ça, évidemment, vous pouvez le faire par vous-même, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par une bonne agence digitale un traffic manager qui va vous accompagner dans ces analyses-là. Vous avez plusieurs sources à analyser aussi, les réseaux sociaux, le référencement client qu'on a vu, le référencement naturel, les netlinking ou les backlinking, et le lead nurturing, c'est l'emailing. Donc tout ça, ça s'analyse. Et pour ça, il y a des outils. Donc les outils, il y en a un qu'on connaît tous qui s'appelle Google Analytics. J'attire l'attention de tout le monde sur Google Analytics qui existe depuis 2008, qui est un outil méga puissant, le meilleur du marché est loin devant tout le monde, mais qui est gratuit et qui appartient à Google. Donc une directive européenne aujourd'hui interdit l'utilisation, ou en tout cas déconseille sous menace d'amende, l'utilisation de cet outil-là parce que les datas ne sont pas hébergées en Europe. On est sur la problématique de situation géographique des données. Donc, attention, c'est un point de vigilance fort, parce que si vous avez une stratégie RGPD forte, si vous voulez être actif sur ces sujets-là, il faut vous poser la question. La problématique, c'est que derrière, les outils que je vous ai mis en dessous sont des outils payants.
Donc, ça veut dire que ça impacte votre stratégie en termes de ROI. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est un point important. Là, sur la partie Google Analytics, il faut savoir que des entreprises, pas que des grosses, parfois des petites, ont été topées par la CNIL et puis ont pris des amendes. Donc là, c'est pareil. Posez-vous la question, adressez votre agence ou des spécialistes sur le sujet qui pourront vous conseiller et surtout, analysez avec vous l'enjeu, la prise de risque par rapport à votre stratégie. On y va pas, quoi. Et voilà, j'en ai fini avec cette factory sur les leviers du marketing digital. Je ferai une petite conclusion en vous disant que tout ça, ce n'est pas de la physique nucléaire, mais ça nécessite de maîtriser quand même beaucoup de points, plus ou moins techniques, propres à une culture générale du digital, qui sont parfois détenus par des experts, mais qui peuvent être acquis avec le temps par des marketeurs ou par des personnes non expertes, non techniques. Mais mon conseil, c'est ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir à la stratégie et surtout faites-vous conseiller par des gens dont c'est le métier, qui vont vous aider à faire les premiers pas dans cet écosystème, parce qu'il faut y aller. Les outils du marketing digital aujourd'hui, c'est colossalement efficace. L'acquisition client, autrefois détenue par les commerciaux, est en grande partie maintenant détenue par le marketing digital. Les commerciaux sont là plus pour transformer, on parle d'inbound marketing, etc., mais ça, c'est d'autres sujets. Donc, les leviers du marketing digital sont extrêmement puissants, mais il faut savoir les utiliser et le faire de façon intelligente, perspicace, percutante et surtout dans une perspective de ne pas dépenser trop d'argent et d'avoir une bonne approche héroïste. Voilà, j'en ai terminé. Lionel, il y avait juste une question rapide d'Anissa dans le chat, mais qui doit partir, donc je ne sais pas s'il est encore là. Je vais te la lire. C'est: bonjour Lionel, sur Google Ads, pour maximiser les conversions, demande de démo sur un site B2B et pas une conversion e-commerce, quelle stratégie est idéale? Alors, tu peux me la relire, s'il te plaît? Sur Google Ads, Oui. pour maximiser les conversions, demande de démo sur un site B2B et pas une conversion e-commerce, quelle est la stratégie idéale? C'est difficile. Je peux pas y répondre comme ça. Après, je propose qu'on m'appelle pour rentrer plus dans le détail du contexte, puisque là, c'est hors contexte, ce serait difficile d'y répondre. Il faut un échange un peu plus abouti, parce qu'il peut y avoir une ou plusieurs stratégies combinées en fonction du contexte. Donc voilà, j'invite cette personne à me contacter avec grand plaisir. Je prendrai le temps de discuter avec elle. D'accord, je lui ferai un petit mail après pour donner tes coordonnées. Parfait. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, Amandine Boivin, la responsable communication marketing de Machina Corpus. Alors, je voulais juste rajouter une petite chose sur les outils par rapport à Google Analytics. En tout cas, quand il n'y a pas besoin de campagne, enfin pour les campagnes payantes, effectivement, il faut passer par Google. Mais nous, maintenant, on a installé Matomo, qui est en fait une solution open source d'analytics et qui est recommandée par la CNIL. Ouais, tout à fait. Voilà, et qui en plus lève des barrières parce qu'on n'a plus le bandeau cookie à cliquer, étant donné que toutes les données sont anonymisées. Et donc, c'est un outil qui peut remplacer en tout cas Google Analytics, même si il faut continuer à utiliser Google pour tout un tas d'autres raisons, comme les Oui. campagnes. Voilà. Oui, je suis d'accord, merci de votre intervention. Je ne voulais pas émettre un jugement de valeur sur ces différents outils, mais en effet, Matomo, pardon, je dis toujours Matomo, et on va dire est le principal outil, et je l'ai mis d'ailleurs au premier, qui monte en puissance, qui devient une alternative qui a une couverture assez intéressante, en tout cas qui répond, comme vous l'avez très bien dit, à une partie des besoins et surtout qui est validée, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est un vrai souci. Après, moi, sur ce point-là, je me dis que Google, à un moment donné, va réagir d'une manière ou d'une autre, va régler le problème parce que, bon, c'est un outil, Google Analytics est tellement puissant, ils sont tout seuls, c'est un outil tellement
forts pour être captifs vis-à-vis de leur marché que je pense qu'ils vont finir par résoudre ce problème-là. Mais bon, là, on est dans des sphères politiques, stratégiques Ouais, tout à fait. importantes. Mais c'est surtout voilà, le problème de respect des données des utilisateurs. C'est ça, RGPD. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là, même si l'outil reste le plus utilisé au monde et très performant, quoi. Ouais, tout à fait, on est bien d'accord. On est d'accord. Et alors sinon, moi, je voulais, merci pour votre présentation. Je voulais savoir, est-ce que vous nous mettez à disposition cette présentation? Oui, tout à fait. Vous allez recevoir un mail après avec le replay et aussi la page dédiée pour vous inscrire aux prochaines masterclass. D'accord. Il y aura le replay et il y aura le fichier PDF de la présentation ou... Ah, on peut mettre à disposition au Ouais, besoin. moi, je veux bien parce que c'est vrai que je partage ces infos en fait avec Catherine Tillou, qui est la directrice générale de Machina Corpus. Et du coup, ça peut être sympa si je peux lui transférer finalement ce PDF et qu'on en discute par la suite. Voilà. Très bien. Merci Lionel pour la présentation. J'avais une question de mon côté aussi. Par rapport au B2B, est-ce que le Google, du SIA sur Google, ça a un sens? Ça peut apporter quelque chose? Le SIA pour le B2B? Oui, sur Google, parce que, par exemple, ils offrent que $400 de crédit pour tester. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer là-dessus ou pour le Alors, B2B, moi, je serais tenté de vous dire oui, dans mes expériences, précédentes, j'ai monté un modèle d'acquisition client uniquement sur Google Ads. Dans du B2B, en vendant du matériel informatique pour les pros avec un site de e-commerce. Bien évidemment, mais ça dépend du métier que vous faites, ce que vous vendez et de la stratégie que vous voulez aller chercher. Si vous avez une stratégie de branding, vous pouvez dépenser quelques sous pour vous assurer d'être en tête de liste en achetant votre nom, quelques mots-clés par rapport à votre métier et faire descendre un peu vos concurrents pour être sûr que les gens qui cherchent à travers ce que vous proposez arrivent sur vous tout de suite. Ça peut être un premier niveau d'investissement. Après, pour aller beaucoup plus loin, si vous avez une offre de produits et de services plus large et que vous voulez vraiment aller chercher du client, là, oui, il faut y aller, oui, bien sûr. Et en B2B, plus que jamais. Le B2C, évidemment, c'est un marché qui a été précurseur dans l'utilisation de Google Ads, mais le B2B, moi, ça fait presque 20 ans que j'utilise Google Ads dans une stratégie d'acquisition, alors dans le secteur de la distribution informatique B2B, pour vendre des produits, des services informatiques. Et depuis presque 20 ans, je n'ai plus mis en place une autre stratégie d'acquisition de clients autrement que par le Google Ads. D'accord, parce qu'en termes d'audience, là, on voyait les audiences sur les réseaux sociaux, on est à 20 millions par exemple sur LinkedIn, et sur Google, en professionnel, on a des idées de l'audience que ça peut représenter. Alors, non, vous ne pouvez pas raisonner de la même manière. Parce que là, en fait, Google, il y a des milliards de gens, des centaines de millions de gens qui sont sur Google. Aujourd'hui, c'est 95% le moteur de recherche qui représente 95% du marché. Alors, après, il y a la Chine qui a ses propres outils. Mais là, si vous comparez une audience d'un réseau social et le search sur Google, vous ne comparez pas deux choses équivalentes. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est un moyen d'aller pousser des informations vers une communauté qui va consommer du contenu. Donc, vous allez sur LinkedIn, vous allez poster, vous êtes vous êtes spécialiste en cybersécu, vous allez poster un article, un post sur le dernier ransomware, etc., comment le combattre, n'importe quoi, et vous postez ça sur LinkedIn, vous pouvez même mettre ça sur Facebook, et puis là, vous avez des gens qui vont lire ce contenu et qui vont se dire, tiens, c'est sympa ce qu'ils font, et vous avez mis évidemment un call to action dans votre contenu, appelez-nous pour plus d'infos, ils vous appellent et vous rentrez en business avec eux. Ça, c'est la stratégie des réseaux sociaux, c'est de pouvoir relayer des contenus à valeur ajoutée, mais pas dans une perspective de vendre un produit tout de suite. Alors vous pouvez le faire, hein, il y a du social selling aussi, vous pouvez vendre des produits sur Instagram, et là on est plus dans le B2C, mais en B2B, on est plus sur cette stratégie-là.
pour Google, si vous vendez des produits ou des services, je ne sais pas, vous vendez un outil, par exemple, de logiciel de cybersécu, et ben à ce moment-là, vous vendez cet outil-là, ben vous achetez le mot-clé, et vous achetez outil cybersécu. Les gens qui le recherchent, ils vous appellent, vous cliquez dessus, ils vous appellent et ils viennent vous l'acheter. Si vous avez un site de e-commerce, ils cliquent dessus et directement sur le mot-clé, ils sont sur votre site de e-commerce, ils passent la carte bleue, ils passent la commande. Vous voyez, c'est deux stratégies complètement différentes qui peuvent être complètement combinées. Vous pouvez avoir une stratégie vous devez avoir une stratégie sur les réseaux sociaux et vous devez aussi avoir potentiellement une stratégie de commercialisation de produits sur Google Ads. D'accord. Juste un dernier point, merci pour ces explications. Il y a un acteur un peu disruptif qui arrive sur le marché, là, qui est ChatGPT, qui va être intégré prochainement dans Bing, qui risque de faire du mal à Google. Est-ce que vous avez identifié des méthodes qui permettront de pouvoir travailler, de faire de la communication avec ce type d'outils? Alors, c'est toujours compliqué en fait de faire de la prospective sur des choses qui arrivent où il y a énormément de buzz. Bon, c'est comme le métaverse, hein, il y a un potentiel qui est colossal, il se passe des choses extraordinaires. Là, ce dont vous parlez, c'est pareil, il y a beaucoup de buzz en ce moment. Moi, je m'intéresse à ça, je regarde ça évidemment de près. De là à ce qu'il y ait une application concrète, immédiate sur du business, je ne sais pas encore. C'est peut-être un peu trop tôt. Il faut être en veille et faut que les modèles économiques se mettent en place, mais il faut laisser un petit peu de temps. Donc, je serais tenté de dire attendons encore un petit peu. Mais il est indéniable qu'il en sortira quelque chose. Il faut rester curieux. Ok, merci en tout cas pour cette présentation très riche et intéressante. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Julien, je te laisse la main, le mot de la fin. Et ton micro est coupé. C'est vrai, c'est mieux avec le micro. Mais du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Vous allez recevoir, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un email avec le lien vers le replay et la page dédiée à la Factory Marketing.com avec le programme de tous les prochains rendez-vous. Et donc, le prochain, c'est le jeudi 9 mars à 11h30 sur le thème de la stratégie digitale. Voilà, donc merci beaucoup et on vous donne rendez-vous très prochainement. Merci à vous de votre écoute. Merci. Bonne fin de Bonne journée. journée, au revoir. Au revoir. Merci.